Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec trois jeunes triathlètes, Léon, Raphaël et Esteban, qui avaient des questions pour moi sur les seuils en général, mais plus précisément les seuils de lactatémie, comment les mesurer, comment les calculer, quelle méthode utiliser. Donc si ce genre de sujet t'intéresse, reste branché, regarde la vidéo et laisse-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que tu en pensais et quel type de contenu tu souhaiterais voir à l'avenir. Voilà, comme d'habitude, n'oublie pas de me laisser un petit like si tu apprécies le contenu et abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Voilà, sans attendre, la vidéo, c'est parti. Ok, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, super. Comment vous allez? Bien. Bien. Et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Vous appelez comment du coup? Léon? Raphaël et moi, Esteban. Ok, super. Dites-moi comment je peux vous aider les gars. Donc en fait, on est trois triathlètes et donc on a acheté un lactatomètre ou un appareil qui mesure le lactate. Et donc on a déjà des tests. Bon, déjà, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de problèmes avec des mesures un peu très élevées parce qu'on faisait au doigt, mais maintenant qu'on fait à l'oreille, ça va mieux. Ok. Et du coup, on a des questions sur les protocoles et aussi quelle méthode pour Utiliser trouver le deuxième seuil. sur Ok. Utilisable. Ouais, ok, ça marche. Vous avez un exemple de données ou vous voulez que j'utilise un exemple à moi? Bah, nous, on a fait un test, mais sauf qu'il On a a fait un complètement test. foiré. En Enfin, fait, genre, les mesures, elles étaient pas on a du tout fait- cohérentes. on a fait un test avec des paliers de 3 minutes Ouais, et secondes de repos. ouais, Et sauf que, par exemple, Léon, il l'a fait, moi, je l'ai fait. Et Léon, déjà, la première mesure, ça lui a donné 3,60. Et ensuite, c'est redescendu à 1. Enfin, c'était pas très cohérent des fois. ouais. Et sinon, ensuite, on a utilisé sur XFISLab un, un test des paliers de 6 minutes avec 1 minute de récup. Et j'ai pris celui d'un triathlète sur YouTube qui faisait en laboratoire. Ok, d'accord. Alors déjà sur le protocole, donc vous faites des paliers de 3 minutes. Vous faites quoi comme distance en triathlon? 2,5 km de course à pied, 500 mètres de natation et 10 de vélo. 10 de l'ODXS. En gros, ça dure 30 minutes, quoi. Ouais. Ok, et j'imagine que ça augmente en temps et en distance avec les catégories d'âge, c'est ça? Voilà. L'année prochaine, on fera déjà le double. Le double. Ok, super. Donc, je pense déjà, pour le protocole, tant que vous trouvez un protocole qui vous convient et que vous vous y tenez, à mon avis, c'est le plus important. Donc, que ce soit des paliers de 3 minutes, moi, j'utilise des paliers de 4 minutes avec 1 minute de repos et je le fais toujours exactement de la même manière pour que tu puisses répliquer et comparer les données. Ça, c'est le plus important pour commencer. Donc, tu ne veux pas un jour utiliser 3 minutes, un jour utiliser 4 minutes, l'autre 5 minutes. Donc, vous pouvez en faire plusieurs au début pour voir ce qui vous convient le mieux, mais de manière générale, il faut en choisir un et après, il faut y rester. En sachant que plus tes paliers sont longs et plus ta lactatémie va être un petit peu plus haute aussi. Donc, en gros, le lactate prend du temps pour se stabiliser. Et en gros, si tu utilises des paliers qui sont courts, il ne faut pas avoir peur d'être conservateur avec tes méthodes d'analyse en termes de seuil. Ok, parce que si tu fais des paliers, vous pouvez faire le test, vous faites un test avec des paliers de 3 minutes, un test avec des paliers de 10 minutes, et vous verrez que les valeurs sur le 10 minutes à des watts équivalents ou des vitesses équivalentes vont être un tout petit peu plus haut. Ok, donc cette courbe va être un petit peu différente. Donc, il faut juste prendre ça en considération. Une fois que ça c'est fait, pour les mesures, si tu as une mesure qui est aberrante par rapport à ce que tu as fait juste avant et ce que tu attendais par rapport à cette puissance ou cette vitesse, il faut refaire une mesure tout de suite. Okay, en général, c'est une erreur de mesure dans le sens où soit tu n'as pas bien lavé la surface avant, donc que ce soit le doigt ou l'oreille, donc bien essuyer s'il y a de la transpiration. En général, la transpiration va te donner des valeurs très, très hautes. Et donc, si tu prends une goutte de transpiration avec par erreur, eh ben, tu vas avoir des valeurs qui sont très, très hautes. Donc, et voilà, je ne suis pas médecin, donc les conseils que je vous donne, ils sont dans le cadre de ce que je fais moi. Mais de manière générale, il faut, en tout cas, la manière dont moi je procède, je vais parler comme ça. Au début, je spray avec de l'eau, j'essuie la surface, je pique, je presse, j'essuie la première goutte et ensuite je prends la deuxième goutte. OK?
Donc ça, en général, en tout cas, c'est la manière dont j'opère et avec de très bons résultats, en sachant que si tu touches la peau avec ta languette, là aussi, ça va te donner de mauvaises mesures. Donc, il faut être super précis. Sur l'oreille, j'aime bien tenir le lobe ici et ensuite toucher ma main aussi ici sur l'autre et ensuite prendre avec la languette sur l'oreille comme ça. Ou alors sur le doigt, je fais pareil. Si je le fais sur moi, eh ben, je me pose sur ma main en fait. Et après, je vais essayer d'être super précis avec ma languette ici pour venir toucher là où j'ai la goutte. Mais être vraiment en gros, il faut à peine toucher la goutte pour la prendre pour que vraiment tu n'ailles pas toucher la peau parce qu'à chaque fois, ça te donne de mauvaises mesures. Donc ça, c'est la première chose. Si à moins que tu sois déjà dans les environs du deuxième seuil où tu sais que tu vas avoir des sauts potentiellement de 1 à 2 millimoles entre chaque mesure, si tu n'es pas encore à ce stade-là et que tu vois un saut de 1 ou 2 millimoles, c'est certainement que tu as fait une erreur de mesure. OK? On est bon jusque-là? Ouais, ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, nous, on a un analyseur, il faut beaucoup de sang. Du coup, ça augmente le risque d'erreur un peu. Ouais. Et puis, Du coup, même si on fait par capillarité, c'est quand même assez compliqué, quoi. Du coup, il faut qu'on s'entraîne bien. Ouais, et une alternative que tu peux utiliser, c'est avoir un petit verre d'eau chaude et mettre le doigt dans l'eau chaude avant de faire la piqûre. Donc, même surtout quand tu es à froid, parce que tu as vu qu'à froid, tu as moins de sang dans les doigts en général ou même dans l'oreille que quand tu es à plus haute intensité. Donc, avant de commencer même le test, tu trempes le doigt dans de l'eau chaude, pas trop chaude, bien sûr, on ne va pas se brûler, juste pour faire en sorte que ça chauffe et que ça vasodilate un petit peu et que tu aies déjà plus de sang à l'endroit où tu vas prendre le sang. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire, soit mettre dans l'eau, soit frotter un petit peu. Moi, j'aime bien frotter le lobe de l'oreille avant de faire la première mesure parce qu'en général, le fait de frotter et de chauffer un petit peu, ça va amener un petit peu plus de sang. Et comme ça, normalement, ça marche assez bien. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait de la crème cryo. Ouais. Et ça, c'est bien. Ok, bah écoute, si tu as une méthode qui marche, après, voilà, il faut juste faire très très gaffe avec la contamination de ce que tu utilises et ensuite tes mesures. Hein, parce que s'il reste même un tout petit peu, ça peut potentiellement complètement fausser tes mesures. Je ne sais pas dans quel sens ça irait avec une substance comme ça, mais il faut en être conscient. Chaque chose que tu ajoutes en plus, c'est un truc en plus qui peut affecter tes mesures. OK? On est bon sur protocole et la prise ou il y a d'autres questions là-dessus avant qu'on passe aux méthodes Juste d'analyse? pour la durée des paniers, pour revenir à tout à l'heure. Ah oui. Donc, on a vu que toi, tu disais que la lactatémie elle se stabilise entre 4 et 6 minutes. Ouais. Et nous, on va dire le clan à Blumenfeld, ils nous disent 6 minutes. Et Ouais. donc, est-ce qu'il y a vraiment une valeur précise ou c'est individuel à chacun? Et donc, alors oui. est-ce qu'on pourrait adapter en fonction de cette valeur nos temps de palier? C'est une bonne question. D'après ce que je comprends, cette cinétique de stabilisation, elle est individuelle et elle va évoluer avec le niveau de l'athlète ou des athlètes. Après, je n'ai pas assez de détails là-dessus pour te donner une réponse exacte, mais je pense en général que plus tu as un niveau qui est élevé et plus tes distances et tes temps de compétition sont longs, plus tu as avantage de faire des paliers qui sont longs aussi. De manière générale, pour peut-être être un petit peu plus proche ou un peu plus vrai par rapport à ce que tu fais, avec la contrainte que des paliers plus longs, ça fait des tests qui durent pas mal de temps. Tu fais des paliers de 10 minutes, si tu fais assez de paliers, tu en as pour 1 heure et demie. Tu vois, donc faut prendre ça en compte aussi. Après, à mon avis, tu peux faire des paliers qui sont plus courts, comme 3 ou 4 ou 5 minutes. Et si tu es simplement conscient du fait que, et je vais essayer de sortir un petit graphique là que j'ai justement sur ces courbes de lactatémie parce que je pense qu'il est assez parlant. Et je pense que tant que tu es conscient justement du fait que tu vas avoir tendance à sous-estimer un petit peu les valeurs avec des paliers plus courts, il faut simplement être conservateur avec les méthodes d'analyse que tu vas employer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors attends, je crois que je… Vas-y, dis-moi. Est-ce que le fait que nos valeurs, elles n'étaient pas du tout cohérentes, c'est peut-être parce que comme les paliers étaient assez courts, du coup 3 minutes, peut-être que le lactate, il n'avait pas le temps de se stabiliser ou quoi? Ou pas du tout? Normalement, 3-4 minutes. Alors, 3 minutes, c'est
à mon sens, c'est un tout petit peu court d'après ce que j'ai pu lire dans la littérature. En général, ce qui est recommandé, c'est minimum 4 minutes jusqu'à 10 minutes. C'est cette fenêtre-là que… Et moi, j'utilise 4 minutes simplement parce que ça colle avec le protocole que j'utilisais déjà avant. Et ça fait que je peux avoir 10 paliers et que ça me prenne seulement 50 minutes avec mes 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Que si je prends 6 minutes et que je fais le même nombre de paliers, ben, déjà, ça va rajouter ça va rajouter 30 minutes au test. OK. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. J'ai trouvé le graphique, donc je vais le sortir. Mais pour répondre plus précisément à ta question, je ne pense pas que je pense pas que entre guillemets, les mauvaises valeurs, je ne pense pas qu'elles soient à cause des paliers courts. Je pense que c'est plutôt des erreurs de mesure qu'autre chose. OK. Donc là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce graphique, mais en gros, c'est les courbes de lactatémie sur le même athlète avec différents temps d'effort. Donc, tu vois, avec le palier de 3 minutes qui est ici avec les triangles, okay, donc c'est la courbe qui est tout à droite, et ben, tu vois que tu as une courbe qui va être, entre guillemets, mieux, si on veut parler comme ça, alors que si tu prends des paliers de 10 minutes, et ben, tu as une courbe qui est beaucoup plus pentue et qui monte beaucoup plus rapidement. Tu vois, et si on prend 10 millimoles juste comme valeur arbitraire de fin de test, eh ben, sur des paliers de 10 minutes, tu atteins 10 millimoles à 215 watts, alors que sur des paliers de 3 minutes, tu atteins 10 millimoles à 300 watts. Donc, tu as 85 watts de différence par rapport à cette valeur de 10 millimoles. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Ouais. OK. Donc ça, je pense qu'il faut en être conscient du fait que si tu as des paliers plus courts, eh ben, tu vas avoir tendance à sous-estimer un petit peu cette courbe. Mais après, je pense qu'il faut simplement savoir que ta courbe, elle va toujours être spécifique au protocole que tu as utilisé. Et que si un de vous fait un test avec des paliers de 4 minutes et l'autre fait un test avec des paliers de 10 minutes, eh ben, vous ne pouvez pas comparer ces courbes-là. Pareil, si le même athlète, même, par exemple, Léon, tu fais un test sur les paliers de 3 minutes et dans 6 mois, tu fais un test sur des paliers de 10 minutes, tu ne peux pas comparer ces deux tests. Tu peux comparer deux tests dès le moment où tu as exactement les mêmes conditions de test. Sinon, ton environnement, il n'est pas valable pour faire un test-retest. Okay. Pareil au niveau de la nutrition, ça paraît con, mais qu'est-ce que tu as mangé dans les 2-3 heures avant le test? Tu vois? Parce que si tu manges une banane une demi-heure avant le test et si tu manges rien 5 heures avant le test, et faites ça pour vous comme expérience. Ça, c'est important de le faire, voir l'impact de la nutrition sur ces valeurs-là, justement. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que des fois, faire une séance à jeun le matin de zone 2, c'est bien parce que on a moins de lactatémie, on a moins de lactate dans le sang de manière générale. Du coup, on va privilégier l'oxydation des graisses. Okay, et c'est vrai jusqu'à un certain point. Il y a des contextes où on ne va pas nécessairement vouloir le faire, mais je pense que c'est important de comprendre justement le rôle de la nutrition aussi sur ces valeurs de lactatémie. Donc, ça, c'est des petits tests que vous pouvez faire sur vous-même. Tu manges une banane, tu prends ta lactatémie avant et après la banane et tu regardes ce que le sang il te dit. Et ça, c'est des petits trucs qui peuvent être intéressants pour mieux comprendre comment fonctionne votre physiologie. OK, donc, bien choisir tes paliers par rapport à ça. À mon avis, 3 minutes, ça peut le faire également. OK, il y a pas de… C'est un petit peu court, mais c'est mieux que rien. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, faites des 3 minutes. Si vous avez un peu plus de temps, je vous conseille des paliers de 4 minutes. Après, un truc que vous pourriez aussi modifier, vous faites des repos de 30 secondes. Moi, j'aime bien faire des repos d'1 minute, simplement parce que comme ça, si je reste bien précis sur mon test, et quand je fais le retest, si je fais exactement 1 minute de repos à chaque fois, je peux superimposer les courbes de fréquence cardiaque au même watt. Et comme ça, tu peux voir des différences qui se dessinent. Et là aussi, je vais vous sortir un petit graphique que j'ai. Et ça vient d'une athlète avec qui j'ai bossé récemment, qui a fait un programme que je lui avais envoyé par rapport à son test de profilage. Et là, si je trouve ça, voilà, on va ouvrir ces deux. OK, laisse-moi juste partager mon écran. OK. Vous voyez mon écran? Ouais. OK, donc ça, c'est sur un test-retest à 2 mois d'intervalle. Les dates, elles sont fausses là en haut, mais il y a 2 mois entre ces deux tests-là. Alors, c'est clair que c'était une athlète qui n'avait pas beaucoup d'expérience avec de l'entraînement bien structuré. Donc,
Il y a eu des progrès assez flagrants, mais en gros, elle est partie à 60 watts, je crois, sur le rameur et elle a fait des paliers de 10 watts. Et sur le deuxième test, elle est partie à 70 watts et elle a fait des paliers de 10 watts. Donc, on peut comparer ces deux tests. J'ai pas sa lactatémie pour le deuxième test parce qu'elle était toute seule. Mais du coup, ça vous permet peut-être sur un test comme ça d'avoir un test-retest et d'avoir des belles courbes pour voir en fait l'évolution de vos progrès dans le temps, en plus de la lactatémie. Tu vois, comme ça, tu as la fréquence cardiaque et tu as la lactatémie aussi. Et si un jour, tu n'as pas ton analyseur de lactate et que tu veux, dans 6 mois, refaire un test pour voir, même juste mettre à jour tes zones par rapport à tes fréquences cardiaques, et ben, un test comme ça te donnerait déjà beaucoup d'indications sur où est-ce que tu as progressé, où est-ce que tu as changé les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, je pense que c'est le plus important pour vous, c'est juste de se dire quel protocole on va utiliser, pourquoi, et ensuite être super strict avec ce protocole et de ne pas le changer. Et de juste dire, à chaque fois, on va utiliser le même. Et c'est important de bien discuter et de décider ça au départ. Parce que dans 6 mois, tu ne peux pas dire, ah ouais, non, en fait, je pense que c'est mieux de faire 4 minutes. Et toutes les données que tu avais avant, c'était sur des 3 minutes. Et maintenant, tu ne peux pas comparer. Donc, choisissez quelque chose qui vous convient et ensuite, restez là-dessus. Okay, en ayant connaissance des forces et des faiblesses du protocole que vous avez choisi. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, après, c'est choisir le nombre de paliers. Vous avez fait combien de paliers sur vos tests? 9, moi, je pense. Moi, 18. moi, 10. 9 ou 10. En fait, on ne savait pas si on s'est chauffé ou pas. Du coup, on est parti à 9,2 km/h. Et du coup, on ne s'est pas échauffé. Et du coup, ça fait qu'il y a 9 paliers. C'est quand même. Et aussi, on faisait peut-être une incrémentation entre les paliers un peu grosses. Vous avez fait des sauts de combien? 1,2. 1,2. Donc, vous avez fait des sauts d'1,2. Vous êtes parti de 9 et vous êtes arrivé à combien du coup? Moi, je suis arrivé à 20. J'ai fini le 20. Tu as fini le 20? Et moi, j'ai fait le palier de 18,8, mais je Ok, n'ai pas tenu en main. d'accord. Et vous étiez à combien de millimoles à 9 km/h? Moi, à 0,7. Et moi, bah, du coup, 3,6, mais ensuite, ça redescend. Ça a descendu à combien, Léon? 1,2. Attends, vous avez coupé 2 secondes, Léon. C'était à combien? Si tu l'as de tête? Non, je l'ai pas de 1,2 tête, ou 1,1. mais je l'ai là, dans un document, juste, je suis en train de voir. Ok, ça marche. 0,7 au deuxième à 10,4 km/h. 0,7, ok. Ouais, donc la prochaine fois, si tu prends ta mesure, et ça, c'est, je dirais, un autre argument pour rallonger votre période de repos à 1 minute, c'est que si tu as pris une mauvaise mesure, tu as le temps d'en reprendre une deuxième Ouais. avant de devoir repartir. À un moment, c'était un peu trop long et on a fait plus de 30 Et en secondes. plus, on était 3 du coup en plus pour réguler le tapis roulant pour le remettre à la vitesse. Ouais, donc voilà, réfléchissez bien à quel protocole vous utilisez pour vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir, pour faire un bon test. Hein, parce que si tu n'as que le temps de prendre une mesure et puis tu es un peu à l'arrache, tu es un peu à la bourre et tu n'arrives pas à le faire et puis tu n'as pas de mesure, et ben tu es dans la merde. OK? Donc, essayez je pense 1 minute, c'est pas mal pour cette raison-là aussi. Je pense que vitesse de départ, vous pourriez partir, je pense 10 paliers, c'est bien, dans le sens où ça te donne, moi c'est ce que j'essaye de viser toujours, hein, c'est une dizaine de paliers, entre 9 et 12, je suis content, parce que ça me donne assez d'informations sur tout le spectre d'intensité. Vous pourriez commencer même, je dirais, un poil plus bas, parce que comme ça vos 2 premiers paliers, ça vous sert d'échauffement, quitte à faire des paliers un tout petit peu plus grands. OK? Et surtout, si vous rallongez un petit peu vos paliers, peut-être que vous n'irez pas aussi loin dans le test. OK, ça, faut se le dire. Plus tes paliers sont courts, plus tu vas aller loin dans le test. OK? C'est la même raison, et je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos là-dessus, c'est la même raison pour laquelle la VMA, elle ne veut rien dire. Parce que la vitesse à la fin de ton test, eh ben, elle est dépendante du protocole. Parce que si tu fais des paliers de 3 minutes, tu arrives à 21 km/h. Si tu fais des paliers de 10 minutes, tu n'arrives pas à 21 km/h. Forcément, c'est plus dur. Je pensais que l'histoire de la VMA sur le dernier palier, c'était que sur les paliers de 3 minutes. C'est ta vitesse de fin, peu importe le protocole. C'est toujours dépendant du protocole, en fait. Elle veut rien dire, la VMA. Il faut juste dire la vitesse sur mon dernier palier sur un test progressif avec des paliers de 3 minutes. C'est ça. Exactement. Mais du coup, on ne peut pas trop l'utiliser, cette vitesse de fin.
Enfin, comme nous, on n'a pas de VO2 master ou quoi, enfin, on ne peut pas savoir si c'est notre VMA ni rien. Alors, non, tu ne peux pas l'utiliser. Par contre, ce que moi, j'ai commencé à faire aussi, justement, pour essayer d'avoir une méthode d'analyse qui prend en compte que j'ai des mesures de VO2 ou pas, c'est de regarder, en fait, une fois que tu as déterminé tes seuils, de prendre des pourcentages de ta vitesse de fin. Donc, en gros, tu prends ton dernier palier, c'est ta vitesse max atteinte sur le test, et c'est ton 100%, et regarder le premier et le deuxième seuil où il se trouve en pourcentage de vitesse par rapport à ce dernier palier. Tu vois, et ça me permet de, maintenant que j'ai testé des dizaines d'athlètes et que j'ai déjà, je pense, j'ai déjà une vingtaine de tests avec la lactatémie en plus de toutes les autres données que je collectais déjà avant. Maintenant, je sais à quoi ressemblent les profils, que ce soit en pourcentage de VO2 max ou en pourcentage de watt max sur le test, sur le même test. Et comme ça, je peux déjà me donner une idée de, ah, OK, donc lui, il a plutôt tel profil, il a besoin de tel type de travail parce que en pourcentage de watt max, il est très, très bas sur son premier seuil. Deuxième seuil, ça va, etc. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez regarder aussi. C'est les pourcentages. Une fois que vous avez déterminé vos seuils, et ça, on va y venir, c'est utiliser ce pourcentage de watt max ou de vitesse max par rapport à vos deux seuils. C'est mieux que de ne pas avoir de données relatives du tout, quoi, si vous n'avez pas de données de VO2 et autres. J'allais poser une question. On avait tout entendu. Ok, Oui. super, vas-y. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver la VMA avec le lactate? Parce que j'ai vu que la VO2 max, elle était associée à une lactatémie de 8, il me semble, environ un 8 millimol. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas, avec ça, trouver notre VMA, quoi? C'est quoi la VMA? C'est la vitesse maximale Non, mais aérobie. je crois que c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Et Et c'est ça veut dire quoi? la VO2 max. Mais il faudrait pas plutôt dire vitesse sur 3 minutes ou sur 10 minutes? Non. Ou Le, sur 5 minutes. le souci avec ça, c'est que, en fait, une fois que tu as dépassé ton deuxième seuil, une fois que tu es dans ta zone 5, peu importe ce que tu fais, tu vas atteindre ta VO2 max à un moment donné. C'est juste une histoire de temps. Si tu te mets à 105% de ton deuxième seuil ou si tu te mets à 150% de ton deuxième seuil, tu vas atteindre ta VO2 max. Ça va te prendre soit 3 minutes, soit 25 minutes, mais tu vas y arriver. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de vitesse où tu atteins ta VO2 max. Il y a la vitesse où tu atteins ta VO2 max sur un protocole donné. Mais sinon, peu importe. C'est pour ça que quand si tu fais des 30-15 sur le vélo ou tu fais des blocs de 4 minutes, tu fais un 4x4 ou un 5x3 sur le vélo pour travailler ta VO2 max, ou si tu fais des blocs de 30-15, c'est deux entraînements qui sont complètement différents. Tu ne vas pas utiliser les mêmes puissances, mais dans les deux cas, tu vas être proche de ta VO2 max, vu que c'est l'objectif de la séance. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, au final, cette VMA, elle a pas de sens parce qu'il n'y a pas une vitesse où tu atteins ta VO2 max. Il y a la vitesse sur le test donné où tu as atteint ta VO2 max, oui, mais elle ne veut rien dire, cette vitesse-là. Étant donné que dès le moment où tu dépasses ton deuxième seuil, tu vas atteindre ta VO2 max. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, par exemple, dans Jack Daniels, ce qu'il écrit dans ses livres, c'est que on monte à VO2 max que euh, à la vitesse à laquelle on était dans le protocole. Donc, ce serait faux. C'est C'est faux, du faux. coup. C'est faux. En gros, c'est dès le moment où tu dépasses ton deuxième seuil. Ok, vous avez regardé, j'ai fait des vidéos récemment, j'ai posté quelques vidéos sur les domaines d'intensité. Oui. Donc, Ouais. ouais, si Dès vous que l'avez. tu es dans l'intensité, le 3, le sévère, et là, c'est. Exactement. Dès que tu es dans le sévère, tu vas tendre et atteindre ta VO2 max. C'est juste une histoire de temps. OK? Mais par contre, il n'y a pas un domaine, je crois, enfin, il est pas dans les trois domaines, mais il n'y a pas un truc où si on est encore au-dessus, et ben là, on ne pourra pas atteindre, on va couper l'effort avant d'atteindre sa dose de max. C'est ça, c'est le domaine extrême. On n'en parle pas souvent parce que c'est plus applicable à des efforts qui sont de très très haute intensité et pour des sports d'endurance, on n'en fait pas autant que ça. En tout cas, c'est moins important, on va dire, par rapport aux trois autres domaines qu'on connaît bien. Mais oui, il y a un seuil, si tu veux, au-delà duquel eh ben, l'effort est tellement dur qu'au final, tu n'as pas le temps d'atteindre ta VO2 max, que tes jambes, elles fatiguent, ton système, il fatigue et tu dois ralentir. Donc ça, c'est vrai aussi. Mais en gros, c'est pour ça que je dis dans le domaine sévère, donc théoriquement, entre 101% et 150% de ton deuxième seuil, tu vas atteindre ta VO2 max. Et est-ce que du coup, la zone 6 elle est dans le domaine extrême ou elle est dans le domaine sévère? Dans le domaine extrême. Ah oui, donc du coup, en fait, la fin de la zone 5 c'est un peu, à peu près 150% du SV2.
À peu près, ouais. En général, c'est des efforts de moins de 2 minutes. En général, tu ne vas pas avoir le temps d'atteindre ta VO2 max, sauf si c'est des efforts supra-maximaux. Donc, si tu fais un Wingate 60, donc pied au plancher 60 secondes sur un vélo, mais vraiment, vraiment pied au plancher pendant 60 secondes non-stop, là, tu vas être très, très proche de ta VO2 max. Mais c'est un effort qui est supra-maximal. Ce n'est pas la même chose que de maintenir, je ne sais pas, par exemple, moi, je sais que sur 3 minutes, j'arrive à tenir 420 watts. Si j'essaye de tenir 550 watts, je vais exploser avant les 2 minutes et avant d'atteindre ma VO2 max. Par contre, si je fais un Wingate pendant 60 secondes, je vais certainement atteindre ma VO2 max. OK? Donc là, on a parlé des protocoles, on a parlé des mesures, on a parlé de la VMA. Est-ce que j'ai répondu à ta question au final du coup ou pas? Parce que je sais que je suis parti sur une tangente VMA. Donc du coup, vous voulez parler des méthodes d'analyse? Ouais. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, je vais partager mon écran, je vais aller sur XPhysLab et je vais rentrer les données et puis après, on va regarder ensemble ce que ça donne. Ok, vous avez les données devant vous? Non, mais on peut les avoir. Sinon, j'utilise des deux. Oui, mais au pire, utilise des données, parce que nous, c'est même pas nos données, enfin, c'est les données de quelqu'un d'autre. Donc, Ok. Alors, laisse-moi voir. Alors, je vais prendre les miennes. Ok. Je vais prendre les miennes. Il faut juste que je les retrouve. Et puis ensuite, je vais les ressortir ici. Attends, ben non, je peux les retrouver ici. Alors, 2 secondes. Bilan. Ok, voilà. Ok, alors, je vais partager mon écran. Vous voyez ce que je vois? Ah oui, ouais. Ok, donc là, en gros, j'ai fait. Donc, c'est des paliers de 4 minutes à chaque fois. Et puis, donc, on va les rentrer ici. Donc, toujours lactate thresholds. Et puis, j'ai fait des paliers de 4 minutes. Alors, non, attends, il y en a combien? Il y en a plus que ça. On est parti à 100 watts. On est monté de 25 watts à chaque fois. Et je suis arrivé à 325 watts, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, est-ce qu'on veut les fréquences cardiaques? Oui. Longueur du palier, 4 minutes. Compléter, oui. Et pourquoi ils ne demandent pas la récupération, enfin, le temps entre chaque palier? Parce que ça n'a pas nécessairement d'influence, ou ça n'a pas autant d'influence sur le test que ça, en fait. Ce n'est pas aussi important que ça. Si je me souviens bien, j'étais à 0,7 au repos. Et puis ensuite, je vais essayer de la faire comme ça. Ensuite, j'étais à 1, 1, 0,9, 1,1, 1,6, 3,3, 4,8, 8,1, 9,5 et 15,6. Donc, tu vois, ma VO2 max, elle n'est pas à 8 millimoles. Elle est au double. Parce que ça va vraiment dépendre du profil de l'athlète, en fait. Tu vois, si je teste un cycliste ultra, par exemple, qui fait très, très peu de haute intensité, eh ben, lui, il va atteindre sa VO2 max peut-être à 9, 10 millimoles, des fois même en dessous. Alors que si tu prends un gars qui est super puissant, alors je pense que dans mon profil, je suis assez puissant parce que j'ai fait énormément de haute intensité quand je faisais beaucoup de rameurs. Eh ben, voilà, tu as des valeurs qui sont le double, en fait. Donc, tu peux pas. Ça, faut faire super attention. Il ne faut pas utiliser des valeurs fixes en millimoles. C'est toujours la courbe et la tendance de la courbe qui te donne les informations sur ton profil. Il ne faut pas prendre 2 millimoles, 4 millimoles, 8 millimoles. Ces trucs-là, il ne faut même pas les regarder de loin. Il faut vraiment regarder la courbe en entier et utiliser ça comme référence. Fréquence cardiaque aux différents fréquences cardiaques. 109 BPM, 120 BPM, 127, 140, 147, 155, 161, 169, 177, 184. Vous avez des questions sur soit les valeurs, soit ce que je rentre là comme données? La FC, c'est à la fin du palier ou c'est sur la moyenne du palier? Bonne question. Ça, c'est à vous de décider. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la moyenne sur la dernière minute.
Donc, entre la 3e et la 4e minute, je prends la moyenne de la fréquence cardiaque et j'utilise cette valeur-là comme ma valeur référence pour le palier. Ok. Tu peux utiliser les dernières 30 secondes, tu peux utiliser les dernières 45 secondes. C'est toi qui décides, mais encore une fois, ce que tu décides d'utiliser, tu utilises la même chose à chaque fois. Ouais. Et à mon avis, l'avantage d'utiliser une moyenne, c'est que tu vas éviter des erreurs de mesure, étant donné que tu peux avoir des variations. Comme tu le sais, hein, tu bois un petit peu, ta fréquence cardiaque, elle manque de 5 pulses pendant 15-20 secondes, ce genre de petites choses. Donc, ça te permet d'éviter d'avoir des mesures qui sont trop biaisées par rapport à ça. Ok. Donc là, j'ai rentré toutes les mesures. C'était clair pour vous comment j'ai fait ça? Oui. Ouais. Ok, nickel. Inclure les valeurs de baseline, tu peux ou tu peux ne pas le faire. Ça dépend ce que tu veux faire. Et ça, je ne le touche pas en général, le 0,75, sauf si je fais un test plus court qui est sous maximal. Et là, je vais peut-être monter à 85 ou 90%. Mais en gros, c'est uniquement pour la méthode de calcul log-log qu'il demande en fait quelle proportion, quel pourcent du test tu veux prendre en compte pour faire le calcul log-log. Et donc, si j'ai un test qui va jusqu'au bout, jusqu'au max, je laisse à 0,75. OK, il n'est pas content, il n'a pas voulu. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va faire sans les fréquences cardiaques. On va essayer. Parce qu'il manque la valeur de repos, je pense. Tu penses? Oui, oui, enfin, une fois, j'avais oublié la valeur de repos. Bon, on va mettre à 70 alors. Et puis, on va voir si c'est ça. Ouais, des fois, il est un peu capricieux. Je ne sais pas toujours pourquoi. Des fois, une fois, j'avais essayé de copier-coller, il ne voulait pas. Mais quand ça ne marche pas, en général, j'enlève les fréquences cardiaques et ça semble fonctionner. Et du coup, toi, pour la courbe, tu utilises le 3e degré au polynomial. Ouais, ça, je ne touche pas parce que c'est ce qui se fait dans la recherche, d'après ce que j'ai vu. Et donc, je change pas ça, ce setting-là. Ouais, tu vois, il ne veut pas. Donc, attends, on va enlever les fréquences cardiaques. On va y aller comme ça. Non, il ne veut pas. Alors, attends, on va enlever les fréquences cardiaques. Et on va y aller comme ça. Là, ça devrait fonctionner. Et puis après, de toute façon, j'ai mes valeurs de référence pour chaque palier en fréquence cardiaque. Donc après, moi, je peux faire l'estimation derrière le calcul de l'équivalence en watts et en fréquence cardiaque par rapport à ça. S'il veut bien nous donner notre courbe. OK, il ne veut pas. Alors attends, on va réessayer. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Sinon, j'en ressortirai une que j'ai faite autre part. Ou sinon, peut-être recharger la page. Enfin, je sais pas trop. Ouais, c'est possible. Je vais voir s'il me la sort là. S'il ne me la sort pas, je recharge la page, je réessaye. Alors, on avait 11 en tout. 100 watts au départ, 25 watts par palier, 4 minutes, sans fréquence cardiaque, sans les valeurs de départ, juste pour faire simple. 0,7, 1, 1, 0,9, 1,1. C'était 15%. Magnifique. Merci les gars. Et là, tac, voyons voir. On croise les doigts, on touche du bois. Peut-être que j'ai utilisé des points et il veut des virgules. C'est possible. Parce que là, il a une virgule dans son... Mais là, il a marché, non? Ouais, yes, magnifique. Alors, super. Donc, moi, ce que je regarde en général pour le premier seuil, c'est baseline 0,5 et log-log. Et en général, après, ça va vraiment dépendre de la gueule de ta courbe, en fait, parce que des fois, j'ai des différences de 30 watts entre le log-log et le baseline plus 0,5. OK, donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'ai la chance d'avoir les mesures d'oxymétrie musculaire, des MOXIE. Et donc, moi, je regarde les courbes du MOXIE et je tranche en fait avec ça.
Donc, si je ne suis pas sûr entre un 0,5 et un log-log, eh ben, je vais trancher avec l'oxymétrie musculaire. Okay, mais sinon, de manière générale, je prends le baseline 0,5 ou alors un petit peu en dessous pour être conservateur. Mais quoi qu'il arrive, et ça, c'est encore une fois important pour le test-retest, la technique que tu utilises sur la méthode d'analyse que tu utilises, il faut utiliser exactement la même méthode d'analyse sur ton retest. Okay, tu ne peux pas dire ah, ben, aujourd'hui, j'utilise log-log parce que ça me plaît. Et puis la fois d'après, j'utilise baseline plus 0,1 parce que plus 1, 0.0 parce que j'ai décidé de changer. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, baseline plus 0,5, il est à 175 watts, ce qui est bien parce que je suis encore bien proche de mon lactate minimum. Okay, donc moi, ça me plaît bien comme mesure. Après, c'est clair qu'il y a des courbes qui n'ont pas du tout cette gueule-là. Et du coup, il faut bien réfléchir à où est-ce que tu vas placer ton premier seuil par rapport à ce que la personne a besoin de faire. Okay, et ensuite, ce qui vous intéressait, c'était le seuil 2, hein, c'est ça? Oui. Ouais. OK, alors moi, ce que je fais en général, c'est que je prends les 4 valeurs de Dmax ici et je fais la moyenne. Ce qui n'est certainement pas l'approche la plus scientifique, mais de ce que j'ai pu voir, le Dmax modifié, c'est ce qui semble être le plus cohérent. Et je ne sais pas vraiment laquelle choisir parce que je n'ai pas assez de connaissances en statistiques et dans tous ces détails pour dire, bah non, en fait, le log poly Dmax, modifié Dmax, il est plus intéressant que l'exponentiel Dmax. Je ne sais même pas ce qu'ils veulent dire, ces deux trucs. Alors, vous savez ce que ça veut dire, Dmax? Non. Alors, le modifié, le Dmax modifié, ça, je le comprends. En gros, tu prends le log-log et tu… Fonction linéaire. Hmm. Il fait une fonction linéaire et après, il fait une régression polynomiale. Alors, il fait ça pour la courbe, mais ensuite, d'après ce que je comprends pour le Dmax modifié, en gros, il prend le log-log. Donc, il est à combien le log-log ici? 170 watts. Et il prend ton watt max. Il va faire une… Attends, je vais essayer de le faire sur l'écran. On va essayer de faire ça bien. On va faire une ligne. Donc, en gros, tu fais une ligne ici. Oui, tu traces après un angle droit. Un angle droit et il trouve le point de la courbe. Loin. C'est ça, exactement. Et tu prends le point le plus loin de cette ligne-là. Et après, selon les différentes méthodes de Dmax, eh ben, ils vont utiliser différents points de départ, en fait. Tu vois, si tu utilises le tout début de ton test ou si tu utilises le log-log comme point de départ pour cette ligne-là, eh ben, tu vois que tu n'as pas du tout les mêmes valeurs. Okay, mais donc, en général, c'est comme ça que le Dmax modifié, il est fait. Après, comme j'ai dit, les détails des autres… un Dmax exponentiel, je ne saurais pas te dire la différence entre un Dmax exponentiel et un modifié Dmax simple. Donc, voilà. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, ici, ça va se passer quelque part aux alentours des 250-255 watts. Si je veux le faire correctement. Ou alors, ce que je peux… Peut-être quelque chose qui serait plus juste que de juste prendre la moyenne des 4. Si j'additionne les 4, laquelle j'ai raté? 259. Je vais refaire. 259 plus 243 plus 256 plus 262 divisé par 4, 255. Et puis, je prends celle qui est le plus proche de la moyenne des 4. Donc, dans ce cas-là, c'est le log poly modifié Dmax. Ouais. OK, donc, moi, je le regarde comme ça, simplement parce que d'après ce que j'ai compris, encore une fois, dans la recherche, c'est ce Dmax modifié qui semble être le plus proche, en tout cas, des valeurs qui sont vraies. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, du coup. Si, mais par exemple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coureurs et de triathlètes qui utilisaient, par exemple, 2 seuils anaérobie. Donc, un plus conservateur, par exemple, qui tienne sur 1 heure, et un de plus haut de 30 minutes, par exemple. Donc, est-ce qu'on aurait tout intérêt à, par exemple, utiliser un Dmax ou un seuil assez bas quand même, et après, on prend un Obla 3 ou 4 pour, par exemple, si on a des courses un peu plus longues, on s'entraîne plus avec un Dmax ou autre. Et pour les courses un peu plus avec une intensité plus haute, on prend un seuil plus haut. À ce moment-là, le concept de seuil ne veut plus rien dire, en fait. Si tu commences à en avoir plusieurs à chaque point d'inflexion,
autant en choisir un et simplement être conscient du fait que voilà, quand tu t'entraînes, parce que alors, on sait que le seuil, c'est pas, on parle de seuil depuis 45 minutes maintenant, le seuil en lui-même, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a 70 000 méthodes de calcul pour essayer de le trouver. On essaie de trouver un angle dans une courbe. Okay, donc, on a déjà perdu d'avance. Donc, à partir de là, il faut simplement comprendre cette limitation-là et se dire que je vais choisir une méthode parce qu'elle est cohérente par rapport à ce qui se fait dans l'entraînement, par rapport à la recherche, par rapport à ce que moi, je peux appliquer de manière pratique. Et ensuite, je vais m'y tenir en connaissant, encore une fois, les limites et les points forts et les points faibles de ce que j'utilise. Donc, tu sais que tu vas utiliser, par exemple, moi, je vais utiliser 255 et selon ce que je vais faire, je vais ajuster un petit peu. Donc, c'est clair que si je travaille sur du plus long, je vais peut-être travailler un peu plus bas, alors que si je travaille sur du plus court, je vais peut-être travailler un petit peu plus haut. Mais en sachant que d'après cette courbe, en tout cas, une fois que je passe en dessus de 160 watts, je vais être dans le domaine sévère et ce n'est plus le même genre de travail que si je suis à 240 watts. Donc après, il faut juste être conscient de ces différences-là. Mais donc, à mon avis, personnellement, je prendrais plutôt des pourcentages de ce seuil selon le type de travail que tu fais, plutôt que de commencer à prendre plusieurs seuils 2. Parce que pourquoi pas en prendre 4? Tu vois, pourquoi pas avoir 4 seuils 2 selon les types d'entraînement que tu fais? Ça n'a plus aucun sens. Donc, faut encore une fois comprendre l'intérêt de ces valeurs-là, mais aussi comprendre le fait que ce n'est pas des points exacts dans le spectre d'intensité et qu'il faut les utiliser pour orienter ces entraînements, mais au jour le jour, tes seuils vont changer. Après 3 heures d'entraînement, ton seuil il va changer. Selon ton état nutritionnel et l'hydratation et la température externe et le terrain sur lequel tu te trouves et l'humidité, les seuils vont changer. Donc, il faut les connaître, mais après, il faut savoir ajuster selon tes entraînements, selon l'état du jour, selon ce que tu essaies d'accomplir. OK? Et j'ai une question pour le baseline plus 0,5. C'est pourquoi il rajoute une valeur, du coup, il rajoute 0,5 de lactate à la valeur de repos. Mais est-ce que, du coup, il n'y a pas genre, entre les personnes, donc ça veut dire que leur premier seuil, il est toujours à plus 0,5 en minimum de leur valeur de repos. Mais il n'y a pas certaines personnes où leur premier seuil, il va être un peu plus haut, je ne sais pas, à 0,8 ou d'autres à 0,2. Oui, tu ne vas pas nécessairement avoir les mêmes millimoles au premier seuil. Ça, c'est clair. Là, tu vois, je suis à 1,2. Attends, pour ça, ce que je peux faire, c'est te montrer les données de Jean-Yves que j'ai retesté récemment. Profilage. Laisse-moi juste trouver ces données parce que lui, il a un chouette graphique avant-après en lactatémie. Et puis, attends, je vais sortir son rapport carrément parce que j'ai les infos en termes de valeur aussi. Ça, c'était le premier test. OK, voilà, j'arrive les gars. OK, voilà. OK, vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. OK, donc là, ça c'est la même personne à 2 mois d'intervalle. Et tu vois que sa lactatémie au seuil 1, elle était à 1,4 en mars et maintenant elle est à 1,2. Parce que sa courbe, elle a changé en fait. Sa courbe, elle est plus pareille. Il est beaucoup plus bas et il est plus à droite. Donc, ta valeur en millimoles au premier seuil, elle va dépendre de ta courbe et elle va évoluer au cours du temps aussi. Parce que ta baseline, normalement, devrait évoluer au cours du temps. Après un certain temps, elle ne va plus pouvoir descendre beaucoup plus bas. Et donc, tu vas certainement te retrouver avec des valeurs qui sont assez proches les unes des autres. Mais si, par exemple, je teste quelqu'un aujourd'hui qui a aucune capacité d'oxydation des graisses et qui est complètement dépendant des sucres et qui, du coup, même à des wattages très, très bas, même au repos et à des wattages très bas, à des valeurs de lactatémie à 1,5, ou même 2, que j'ai déjà vu, sa lactatémie au premier seuil, pour lui, elle va être à peut-être 2,2, 2,3, 2,4. Alors que quand je le reteste dans 6 mois et qu'il a bien fait son travail de zone 2, peut-être que du coup, elle aura baissé de 1 millimole.
Tu vois? Donc, la valeur au premier seuil, elle est complètement dépendante de ta courbe. Et c'est pour ça que c'est super important de toujours considérer la courbe dans son entièreté et de ne pas rester focalisé juste sur une valeur ou un point dans le spectre et vraiment tout prendre en considération. Ok. Ça a du sens? Ouais. Super. Vous avez d'autres questions, les gars? Juste une dernière, si ça ne te dérange pas. Oui, oui, bien sûr. C'est la lactatémie en zone 2. Ouais. Et du coup, en fait, elle est forcément. Est-ce qu'elle est entre la valeur de repos et la valeur du SV1, enfin, du seuil bas, enfin, du seuil 1? SL1. Seuil SL1. Parce que SV, c'est ventilatoire. OK? Et si tu n'as pas des données de ventilation, tu ne peux pas calculer un SV1. Et le SV1, pardon de te couper, Léon, et le SV1, et peut-être que je pinaille pour des détails, mais à mon avis, c'est extrêmement important qu'on parle la bonne langue et qu'on utilise les bons termes pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Le SV1 et le SL1, ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes valeurs. On mesure le même phénomène, mais pas au même niveau, et donc il se manifeste peut-être à des moments un petit peu différents. Donc, quand tu parles de lactatémie, tu parles de SL1. Quand tu parles de ventilation, tu parles de SV1. OK? D'accord. Super. Du coup, est-ce que la zone 2, en termes de lactate, c'est entre la valeur de repos et le SL1? Ou alors ça peut être différent parce que j'ai vu que des fois, quand on faisait l'effort, eh ben, elle peut encore descendre de la valeur de repos pour ensuite remonter la lactatémie. Pourquoi est-ce qu'elle redescend cette valeur de lactatémie quand tu es en dessous de ton SL1 entre ton début de test et ton SL1? Parce qu'on recycle. Parce que tu recycles. Oui. Et il y a une relation inverse entre l'oxydation des graisses et la lactatémie. Donc, et tu ne peux pas la voir sur ton graphique, mais en gros, il faut imaginer que quand ta lactatémie elle baisse avant de remonter, c'est là où l'oxydation des graisses monte avant de redescendre. OK? Tu es bien en zone 2. Alors, si tu es plus bas que tes valeurs de repos, tu es bien en zone 2. Ça, c'est bien dit. Et d'ailleurs, et ça, c'est un autre point important, à mon avis, c'est de se dire que ton SL1, c'est un peu comme la ligne d'eau sur une rivière. Tu sais, genre, il y a 40 ans, l'eau, elle est montée jusque-là. C'était vraiment ouf. Le but, c'est pas d'aller essayer de monter jusqu'à la ligne. Le but, c'est de rester bien en dessous. Donc, tu as un SL1 à, je sais pas, à 13 km/h. Ton but, c'est pas de courir à 12,9. Ça sert à rien de courir à 12,9. Tu vas te griller. Tu vas griller des cartouches. Cours à 10, cours à 11 et fais plus de temps. Et tes adaptations seront meilleures que si tu essaies de toujours pousser ce seuil 1. Le seuil 2, c'est différent. Quand tu fais du seuil, tu fais du seuil. Tu es dessus, tu es un peu dessous, tu es un peu en dessus. Là, on est clair là-dessus. Par contre, sur le seuil 1, il faut être bien conservateur. Il faut se donner de la marge. Et tu as meilleur temps de te donner de la marge parce que tes adaptations seront meilleures. Ça te prendra moins d'énergie, donc tu auras moins de fatigue engendrée, donc tu auras plus de cartouches, soit pour faire plus de zone 2, soit pour faire de la meilleure haute intensité aussi. Okay. Super. Vous avez d'autres questions, les gars? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, magnifique. J'ai votre autorisation de mettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube? Oui. Oui. Magnifique. Merci en tout cas, c'était un chouette échange et j'espère que vous repartez avec des choses intéressantes pour vos tests et vos entraînements. Merci beaucoup à toi. Super. Et Léon, tu m'as sur Insta, donc si vous avez d'autres questions, on peut se refaire une session dans 2-3 mois si vous voulez. Ok. Merci beaucoup. Merci les gars, belle journée à vous. Merci. Bonne journée. Salut. Merci. Ciao.